Salut à toi voyageur, je suis Matt sur Mars et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir les étapes de fabrication d'un prototype de Starship ou encore de Super Heavy. On va parler de A à Z de la construction d'un prototype, mais avant d'entrer dans la phase technique, comme d'habitude, le chapitrage est disponible permettant de naviguer dans cette vidéo plus facilement. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne veux rien rater. Cela permet également de me soutenir, mais aussi à toi d'explorer et comprendre l'écosystème Tesla, SpaceX, Neuralink bien plus facilement. Il faut savoir que ces véhicules sont construits en inox. Alors actuellement, quand on parle de réservoir, on est sur un alliage 304L et l'épaisseur qui est encore en cours de test. L'acier inoxydable, c'est tout de même une ressource peu chère tout en ayant des points positifs pour la construction de véhicules de ce type. Avant de faire différentes sections de plusieurs mètres de haut, SpaceX fabrique dans ses tentes des anneaux d'acier d'environ 1,60 m avec un diamètre de 8 mètres. Ces anneaux permettent ainsi de former des sections et ces sections sont variées et toutes différentes. Par ailleurs, pour former une section, SpaceX soude plusieurs anneaux en s'aidant de robots soudeurs de la marque KUKA. D'ailleurs, Tesla utilise également en partie ces robots, donc l'écosystème d'Elon Musk a une expérience importante autour de la production à haute capacité avec ces robots. Par ailleurs, les robots soudeurs permettent d'améliorer les soudures. On observe aujourd'hui des sections avec des soudures quasiment invisibles, comme avec cette section-ci, qu'on voit sur un prototype plus récent. Et là, on voit des soudures, par exemple sur MK1, on voit qu'on a une amélioration très importante. Comme je vous l'ai dit, il existe différentes sections, et nous allons pour le moment parler du Starship. Notre aventure commencera tout en bas du véhicule. La première section du pas fait 5 anneaux. On la nomme la section de poussée, ou aussi on peut la nommer la jupe. Elle se nomme section de poussée pour une raison simple, elle accueille le dôme de poussée. Mais alors, c'est quoi le dôme de poussée ? Eh bien, le dôme de poussée, c'est un élément qui accueille le pack de poussée, qui lui permet de relier les Raptors, c'est-à-dire les moteurs au réservoir de méthane et d'oxygène liquide. Hormis être le point d'accroche du pack de poussée, le dôme de poussée est en gros le début du réservoir d'oxygène liquide. Pour positionner un dôme de poussée dans une section, on le place sur un support, puis ensuite on le recouvre par une section, et bien sûr, il ne faut pas oublier de souder le tout. Bien entendu, sur cette partie, on loge les pieds d'atterrissage du véhicule qui sont eux rétractables, et on en compte 6 au total. Une fois cette section terminée, on la met de côté et on placera les moteurs bien plus tard. Dans cette partie, nous avons vu différents termes adaptés en français, mais il est important de vous donner les termes anglais, comme ça vous n'allez pas être perdu sur des contenus en anglais. La jupe se dit skirt, le dôme de poussée se dit aft dome, le pack de poussée se dit thrust pack, et la section de poussée est aft section. Au-dessus de cette section, on en place une autre de 4 anneaux, qui accueille en fait le réservoir de l'ox, soit oxygène liquide. Au-dessus de cela, on forme une section commune composée de 3 anneaux. Et puis tout à coup, on remarque la présence d'un autre dôme, c'est le dôme commun. Le dôme commun permet quant à lui de séparer le réservoir de l'ox et le réservoir de CH4, en gros le méthane. Alors petite précision, l'ox est égal oxygène liquide et CH4 est égal le méthane. Pour vous dire, ce dôme commun est même le début du réservoir de méthane, mais il a une particularité. Tout d'abord, il est recouvert par une section de 3 anneaux, mais il a surtout un élément qui le traverse. En effet, le réservoir d'atterrissage de méthane, qui est utilisé lors de l'atterrissage, logique, a une forme sphérique, qui est aussi accouplé à un tuyau qu'on nomme le tuyau de descente de méthane. Ce tuyau vient ainsi se connecter au pack de poussée, qui permet ainsi d'approvisionner le système de poussée en CH4. Comme tout à l'heure, petit cours d'anglais. Dôme commun est égal common dome, section commune common section, tuyau de descente downcomer, et le réservoir d'atterrissage de CH4, qui est désigné en anglais sous les termes suivants, CH4 Ether Tank. Bref, continuons, on approche bientôt à la fin de ce corps principal qui accueille d'ailleurs les réservoirs et les Raptors. Bon, au-dessus de cette section commune, on place ensuite une nouvelle section de 4 anneaux, qu'on nomme la section avant. Cette section possède tout en haut un dôme avant, qui est la fin en fait du réservoir de méthane, mais aussi la fin du corps principal. Pour placer ce dôme dans une section, le procédé est quasi le même que pour les autres sections. Par ailleurs, au-dessus, on voit un battery pack, c'est-à-dire un pack de batterie de Tesla Model S ou X, possédant des cellules 18650 de Panasonic. Ce pack de batterie permet en fait de stocker l'énergie qu'on utilise pour les systèmes embarqués ou encore pour alimenter les moteurs qui permettent de faire des manœuvres avec les ailerons. Bref, comme d'habitude, petit point d'anglais. La section avant se nomme Forward Section et le dôme avant Forward Dome. Ainsi, dans cette grande partie, on a vu la fabrication des sections, mais je ne vous ai pas expliqué le procédé d'assemblage. Pour assembler le corps principal, SpaceX place une première section dans le mid-bay,
un hangar de plus de 45 mètres de haut. Ensuite, une équipe se charge de souder à l'arc, tout cela manuellement. Par contre, l'ordre d'assemblage n'est pas souvent le même, mais le plus important c'est de respecter le plan d'assemblage, c'est-à-dire d'avoir les sections dans l'ordre, que ce soit de haut en bas ou de bas en haut. Mais bien sûr, cela va de soi. Une fois que le corps principal est terminé, on place les couvertures aérodynamiques sur les côtés, permettant de relier les ailerons au corps principal. Par ailleurs, SpaceX utilise des moteurs Tesla pour contrôler ses ailerons, comme ça au moins vous le savez. Actuellement, nous avons un Starship qui ressemble étrangement à SN4, SN5 ou encore SN6, car oui, il manque encore la section supérieure, c'est-à-dire la coiffe. Tout d'abord, SpaceX forme une section de 5 anneaux. Cette section, on l'appelle la section renforcée. En parallèle, on construit le nose-cone du prototype avec des plaquettes en inox. Actuellement, le nose-cone est encore une partie qui a besoin de s'améliorer. Les soudures ne sont pas encore si belles et on retrouve de nombreux écarts importants, comme par exemple la photo de SN11, on n'est pas sur un nose-cone aussi beau. À son sommet, on a un nez et ce nez est produit en fait indépendamment et ensuite il est soudé au reste. Une fois que le nose-cone est terminé et construit, on ajoute les couvertures aérodynamiques ainsi que les ailerons inférieurs. Dès que le nose-cone est prêt, on place la section renforcée proche d'un hangar, se nommant windbreak, qu'on peut traduire par auvent ou coupe-vent, et ensuite on empile le nose-cone dessus, puis soude le tout. Pour souder des parties aussi hautes, SpaceX forme une sorte d'échafaudage, plus un passage, autour en fait, permettant aux employés de procéder à un travail à l'arc, et tout cela manuellement. Ainsi, vous avez la section supérieure d'un Starship, soit sa coiffe. Par contre, je ne vous ai pas dit, mais au sommet du nose-cone, à l'intérieur se trouve un réservoir d'atterrissage de LOX. Par exemple, sur le nose-cone, on retrouve également des RCS. Ce sont des propulseurs à gaz froid. Dans le futur, les RCS seront au Metalox. On parle même de micromoteurs et plus vraiment de RCS pur à gaz froid. Comme d'habitude, petit point en anglais. On a vu le nose-cone que la communauté française utilise également. On a vu la coiffe qui est en anglais fairing. Vous avez vu la section renforcée qui est en anglais nose-cone barrel. Et on a également vu les ailerons supérieurs, soit forward flaps. Puis le fameux réservoir d'atterrissage, le LOX Header Tank. Dès que le corps principal et la coiffe sont terminés, on transfère le corps principal sous le high bay. C'est un hangar d'environ 80 mètres de haut. Ainsi, on empile la coiffe sur le corps principal et on soude le tout. On obtient alors vraiment un Starship qui a la tête d'un Starship. Mais attention, il reste l'ajout des ailerons inférieurs, nommé en anglais aft flaps. En vrai, quand on regarde de plus près, on remarque qu'un tuyau de descente de LOX est également présent. En fait, il part du réservoir d'atterrissage de LOX, descendant au pack de poussée. Lorsque nous parlerons de vols orbitaux, le Starship sera recouvert sur un côté de tuiles qui formeront en fait le bouclier thermique. Ces tuiles vont permettre au véhicule d'effectuer une entrée atmosphérique sans se désintégrer dans l'atmosphère. Actuellement, SpaceX essaye l'accroche et récolte des informations sur les dispositions et en fait quel type choisir dans le futur. C'est pour cela qu'on voit sur différents protos des patchs de tuiles qui sont à chaque fois différents. Mais alors, quand ajoutons-nous les Raptors, c'est-à-dire les moteurs? Alors ça c'est un autre délire, mais on verra ça vraiment dans une autre vidéo autour de la phase d'essai. Dans cette seconde partie de vidéo, on va parler du booster Super Heavy. De toute façon, maintenant vous avez les bases de fabrication, donc on va accélérer la cadence. Alors par exemple, en bas vous avez la jupe avec une section de poussée et un pack de poussée, permettant d'accueillir une vingtaine de Raptors pour la pousser dans l'atmosphère. Le dernier chiffre connu est de 28 moteurs. Bien sûr, il peut changer à tout moment. Alors comparé à un dôme de poussée d'un Starship, celui d'un Super Heavy a un sommet plus aplati avec un diamètre au centre plus grand. Sur cet exemplaire appartenant à BN1, on voit seulement 4 sorties pour 4 Raptors, mais dans le futur, on aura une architecture de sortie très différente. En montant, on observe le réservoir de méthane, qui est lui en bas, et on observe un tuyau de descente de LOX qui remonte jusqu'en haut, où un réservoir d'oxygène liquide est présent. Cette partie s'arrête elle aussi par un dôme avant. On observe plusieurs choses différentes entre Starship et Super Heavy. D'abord, on a une disposition de réservoir qui est totalement différente. Alors déjà, c'est une histoire de support, parce qu'il faut supporter le Starship qui est au-dessus, mais on parle également de température, car du LOX à température cryogénique est plus froid que du CH4. Mais niveau différence, on en a plein aussi. Les ailerons supérieurs sont des Great Fins, des ailettes en gris qu'on a déjà sur la Falcon 9, on n'est pas sur des ailerons comme on a pu voir sur Starship, et en bas on voit des pieds gigantesques qui ne sont pas rétractables. Voilà, maintenant vous savez pas mal de choses autour de la fabrication de ces véhicules. Bien évidemment, le plus difficile pour SpaceX sera de produire les machines qui seront utilisées pour fabriquer à la chaîne ces deux véhicules.
mais ça c'est encore une autre histoire. En tout cas, si tu veux connaître toute l'actualité autour de la fabrication des prototypes de Super Heavy ou encore de Starship, je t'invite à nous rejoindre sur Twitter et Discord, les liens sont en description. Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un j'aime, un like ou appelle ça comme tu veux. Si elle t'a aussi plu, n'hésite pas à partager, abonne-toi, active la cloche pour ne rien rater. C'était Matt sur Mars, allez bye.